Le premier jour qu'on a ouvert, on avait du monde qui sortait par la réception, qui descendait par les escaliers, qui sortait dans la rue, tellement pour prendre un abonnement. Quand on en parle de façon rigolée, on parle de Netflix. C'est la canapé. C'est la canapé qui est notre plus gros concurrent. On n'a pas trouvé la base qui disait qu'on pouvait être ouvert la nuit, mais par contre, non plus, on n'a pas trouvé la base légale qui disait qu'on ne pouvait pas l'être. Donc, on s'est lancé. C'est un des points clés qui a convaincu au début et qui convainc toujours aujourd'hui. Le lendemain, il y a un gars qui est venu, qui s'est pointé, il a dit « Ouais, tiens, vous cherchez pas quelqu'un pour vous aider ?» On a dit « T'as un CV ?» Et il a dit « Ouais, tu peux commencer quand ?» Et il a dit « Demain ?» On a dit « You're hired ». D'ailleurs, on dit aussi qu'on est plus dans l'industrie immobilière que dans l'industrie de fitness. Tellement, il est là le défi, de trouver les bons emplacements. Max, saison 3 de La Savane, en collaboration avec Mirabeau. On est extrêmement content de commencer ce partenariat avec eux. Pour plusieurs raisons qu'on va un peu voir maintenant, mais une d'entre elles était cet accès à des entrepreneurs incroyables parce qu'ils nous ouvrent un réseau vraiment de personnes et on est vraiment impatients et excités de commencer ce partenariat. Ouais, on voit avec Mirabeau qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle du skin in the game, mais c'est quelque chose qu'on admire. On le voit via deux choses qui sont inspirantes. La première, c'est que leurs partenaires investissent leur propre argent dans les mêmes opportunités d'investissement qu'ils proposent à leurs clients, et ça, c'est assez rare. Et on voit aussi qu'ils soutiennent vraiment l'écosystème entrepreneurial et start-up suisse via leur stratégie d'investissement. Et ils le font depuis un moment. C'est une boîte qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils soutiennent des générations d'entrepreneurs. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on trouvait vraiment cool, justement, c'est cette vision long terme qu'ils ont d'accompagner et de développer le marché suisse. Et ce développement passe par soutenir l'écosystème, soutenir les fondateurs, soutenir les startups, la tech, etc. Et ça, c'est super excitant. Ouais, et on voit qu'ils sont vraiment impliqués au niveau personnel, dans leur stratégie d'investissement, et ils ouvrent vraiment cet accès à l'investissement dans les startups et la tech suisse, ce qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs, ce qui fait que cet engagement et cette envie de vraiment soutenir cet écosystème-là, c'est ce qui en fait un si bon partenaire pour nous. Il y a le soutien des entrepreneurs, puis il y a aussi l'envie de pousser la Suisse comme un leader sur le marché de l'innovation en Europe. Et ça, justement, si on parle de tech, c'est extrêmement important parce qu'on doit se repositionner là-dessus et il y a vraiment une place à prendre et la Suisse est bien placée pour l'avoir. Et ils sont vraiment en train de pousser ça et c'est extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de travailler avec eux à ce niveau-là. Ouais, donc merci beaucoup à Mirabeau pour leur soutien pour cette saison et merci aussi à vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette belle aventure avec cette saison 3. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Dans cet épisode, nous avons la chance de nous asseoir avec Petra Posselius, la cofondatrice de Non-Stop Gym. Et avec Petra, on a parlé du marché du fitness, évidemment, pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux de ce marché, quelles sont les différentes salles, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui font les spécificités du marché du fitness, qui est un marché en croissance depuis plusieurs années. On a aussi parlé avec elle de son parcours. Donc Petra est d'origine suédoise, tout comme sa cofondatrice Hélène. Et elles sont arrivées en Suisse au début des années 2000. Au début, elle travaillait chez Procter & Gamble, puis ensuite elle a quitté ce job corporate pour fonder Non-Stop Gym, donc avec sa cofondatrice Hélène. Donc elle nous explique tout ce parcours, les challenges du début, l'ouverture de la première salle Non-Stop Gym avec une queue immense qui n'attendait que de pouvoir avoir cet abonnement pour rentrer dans cette nouvelle salle de fitness parce que Non-Stop Gym était le premier fitness low cost en Suisse. Et donc c'est hyper intéressant d'entendre aussi comment elles ont eu cette idée, comment elles ont fait pour démarrer aussi avec l'accompagnement de Jenny Lem et pour aller chercher les fonds et comment elles ont fait tout ça. C'est une histoire qui est hyper intéressante. Et on a aussi discuté avec Petra de sa vie de tous les jours, de l'équilibre vie de famille, vie professionnelle et de où maintenant l'entreprise va suite au rachat de InVision AG. Comment elle s'est sentie au moment de la vente de son entreprise. Elle continue à travailler encore dedans, donc comment c'est aussi maintenant d'être dirigeante de son entreprise malgré le fait qu'elle ne soit plus majoritaire. Tous ces éléments qui sont hyper intéressants pour les entrepreneurs ou les personnes qui créent leurs entreprises. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, j'espère que vous allez aussi apprécier cette conversation. Nous en tout cas, on l'a beaucoup aimé. Merci beaucoup à Petra d'avoir participé. Bienvenue dans La Savane. Bonjour Petra. Bonjour. J'ai presque envie de dire hey Petra. Hey Max. Parce qu'aujourd'hui, on est entre Swedish Mafia. Oui, c'est la Swedish Mafia Voilà, qui est là. exactement. Je me sens tellement isolé. Donc, je suis très content Je me sens tout de seul. faire ce podcast avec toi. Et on est évidemment content de t'accueillir. Merci beaucoup d'être là. Et évidemment, on va parler beaucoup de ton parcours et de Non-Stop Gym. Mais on aimerait commencer par te poser la question suivante, qui est dans un marché suisse où les magasins en semaine ferment à 19h, tout est fermé le dimanche. Quand on veut faire nos courses, on ne peut pas. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'un
business comme Non-Stop Gym, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, allait bien fonctionner sur ce marché? Mais je pense que la réponse, elle est dans la question. Justement, on fait quoi quand les magasins ferment à 19h, quand même les lieux de rencontre, il y a peu de choses qui sont ouvertes le dimanche. Ben forcément, il y a quand même, on continue à vivre aussi le soir et le week-end. On est aussi nombreux ici à travailler dans des multinationales où on ne termine pas forcément à 19h. Donc, oui, on pensait que la demande, elle était vraiment là. Et la question, c'était plus, est-ce qu'on avait droit? Est-ce que la législation nous permettait? Parce que quand on regardait autour de nous, il y avait que les machines Selecta et les urgences qui étaient ouvertes. Ouais. Et on a fouillé, cherché, essayé de comprendre et on a vu qu'on n'a pas trouvé la base qui disait qu'on pouvait être ouvert la nuit, mais par contre, non plus, on n'a pas trouvé la base légale qui disait qu'on ne pouvait pas l'être. Donc, on s'est lancé et c'est un des points clés qui a convaincu au début et qui convainc toujours aujourd'hui nos membres. Ils aiment bien cette liberté de pouvoir eux-mêmes choisir quand ils viennent s'entraîner. Aujourd'hui, si on prend quelques chiffres, donc le marché du fitness, c'est 1,37 million de membres actifs. Donc c'est 15% de la population qui va au fitness, qui va dans une salle de gym, on va dire ça comme ça, avec un chiffre d'affaires d'1,3 milliard et qui continue de grandir. Pourquoi un tel engouement pour les salles de sport? Pourquoi ça continue à grandir? Alors, j'imagine qu'il y a les salles de gym, mais il y a aussi potentiellement les cycling studios et toute cette nouvelle vague d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait que c'est un business qui est en constante progression? Je pense qu'il y a des tendances plus grandes que le marché de fitness. Ça reflète notre intérêt à bien vivre, à bien vieillir. On est dans une situation où on vit de plus en plus longtemps. On a de plus en plus de qualité de vie et on cherche vraiment à comment est-ce que je pourrais en profiter de cette longue vie. Il faut rester en forme. Et ça, ce lien direct bienfaisant d'aller au sport et les effets immédiats sur le bonheur, la bonne santé à court terme, mais aussi à la long terme. Je pense que ça, c'est la tendance qui nous fuel, qui nourrit notre croissance. Et puis, plus précisément, les fitness. Il y a un peu de haut et de bas, mais c'est sûr que le fitness low cost, donc fièrement, on appartient au fitness low cost. On ouvre aussi un peu la porte à beaucoup de gens qui auparavant ne pouvaient pas se permettre d'aller au fitness parce que ça reste souvent des tickets d'entrée assez chers et le venu de Non-Stop Gym avec un prix plus modéré et aussi la possibilité de pouvoir payer au mois. Ça a ouvert les portes, ce qui a encore plus accéléré la pénétration du fitness. Vous étiez le premier acteur qu'on peut catégoriser comme fitness low cost en Suisse romande? Oui, c'est comme ça qu'on se voit. En Suisse alémanique, on est un peu quelques-uns à se disputer, mais ici, on pense fièrement qu'on était les premiers. Ouais. Et surtout pour les gens qui nous écoutent, low cost ne veut pas dire pas qualitatif. Au contraire, justement, moi je suis membre chez Non-Stop Gym, les salles de fitness sont de très haute qualité, donc vous avez réussi à faire quelque chose qui coûte peu cher, mais qui est aussi de haute qualité. Mais ma question est pour toi, qu'est-ce qui fait un bon fitness? Nous, on parle beaucoup du produit premier, c'est l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, ce n'est pas low cost. On met beaucoup, on investit énormément, minimum autant que nos confrères un peu plus premium. Les machines sont de la meilleure qualité, les contrats de service sont très, très stricts, très, très exigeants et on veut vraiment proposer tout pour l'entraînement. Après, tous les services annexes, c'est là qu'on cherche à faire des économies. Donc, par exemple, il y a des machines qui sont un peu moins connectées
Il y a les vestiaires qui sont un peu plus petites, beaucoup moins wellness. Et on dit fièrement que ouais, chez nous, il n'y aura jamais de sauna. Mais par contre, il y a des vestiaires petites pratiques avec des douches, mais rien de plus. Une Suédoise qui met pas de sauna dans ses Ouais, vestiaires. j'allais dire, ça va en faire tilter quelques-uns. Non, mais c'est logique de dire, nous, on axe sur l'entraînement, sur la pratique sportive, et donc on met tous nos investissements dans les machines et dans les infrastructures pour faire du sport, et tout le reste, c'est annexe. On laisse les autres fitness premium prendre soin de ça, et donc nous, on est positionnés différemment. Oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a 1400 clubs de fitness en Suisse, 40 non-stop gym. 45 aujourd'hui. 45, tu vois, à chaque fois, vous grandissez, on disait ça aussi avant, vous grandissez trop vite, on n'a pas le temps de suivre. Donc 45 non-stop gym. Combien de salles de sport, de fitness, tu vois, c'est quoi le plafond à un moment donné? Aujourd'hui, il y en a 1400. Est-ce qu'il y a un plafond à un moment donné où on se dit, quand on arrive à 2000, en fait, il y en a assez pour tout le monde? Et puis, est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce que vous avez des stats? Vous avez calculé ce chiffre-là à peu près? Je pense que oui, il y a un plafond. C'est pas expandable sans limite. Il faut des membres pour chaque salle. Et puis, il y a dans les 1400, il y a une dispersion assez. Il y a beaucoup de salles qui sont petites, plutôt boutiques. Et on a un peu moins qui sont des grandes salles de sport. Nous, on se présente dans le domaine de grandes salles de sport. Mais là, pareil, il ne peut pas y en avoir un nombre infini. Après, jusqu'où est-ce qu'on n'a pas mis le plafond, mais c'est sûr. Pour l'instant, il y a encore un peu de croissance, mais de potentiel, au moins pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'arrivent pas à suivre, qui n'arrivent pas à assurer que leur offre est au goût du jour et qui vont peut-être pas être là d'ici 5 ans alors que nous, on continue à croître. Et à ton avis, le jour, imaginons, on atteint ce plafond hypothétique, de se dire, là, on a atteint un plafond pour le nombre de salles. C'est quoi l'étape d'après pour une boîte comme Non-Stop? Est-ce que c'est de faire justement, de repartir dans des trucs boutiques avec des trucs très niches sur du cycling, sur du... etc. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ça? Ça ressemble à quoi? Donc, nous, on n'y a pas vraiment réfléchi et on est très focus dans notre domaine. On sait ce qu'on fait bien. On a encore du potentiel de croissance dans ce qu'on fait et on focalise sur ça. Mais c'est sûr, le monde de training, il va beaucoup au-delà d'une salle de sport low cost. Donc, il y a les machines, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on porte, ou peut-être quelqu'un, un concept qui offre des cours, qui chez nous, il y a des cours collectifs qui est une activité très populaire parmi une moitié de la population, mais nous, on a décidé, on n'inclut pas ça. Donc, il y aura forcément potentiel de continuer à croître. Nous, aujourd'hui, on reste dans notre domaine qu'on maîtrise bien et c'est un pas à la fois. Et pardon, encore juste une question, je me posais la question, on parle justement du nombre de fitness maximum. Des fois, on voit qu'il y a un fitness d'une certaine marque à un endroit, puis pas très loin, il y a un autre fitness d'une autre marque, etc. Quand vous cherchez, on va en parler après, mais quand vous cherchez un nouveau lieu, vous regardez, j'imagine ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une distance où tu dis, s'il y a un fitness à cette distance-là, ça vaut pas forcément la peine? C'est quoi à peu près surtout en Suisse, parce que ça reste petit, donc en Suisse, si on doit marcher 5 minutes, on a l'impression qu'on va loin. Donc, comment vous réfléchissez à ça par rapport à l'emplacement? Oui. Premièrement, l'emplacement, c'est la première critère quand on cherche un nouveau emplacement. C'est location. Il faut assurer qu'on est vraiment bien placé. Et bien placé, ça inclut de pouvoir attirer suffisamment de monde et qu'on puisse, du coup, partager ce potentiel avec nous et les concurrents qui sont proches. S'il y a un concurrent qui, pour nous, est un peu démodé, ce n'est pas forcément négatif, ça peut même être un signe positif. Ça veut dire qu'il y a du fitness, il y a un intérêt déjà dans ce lieu-là. Après, quand on est plus dans des concurrents qui sont où on a un peu moins de différenciation,
forcément, oui, on cherche à pas aller trop proche. Il n'y a pas de métrique précise. On cherche bien sûr à être, à toucher à un max. Pourquoi pas toute la Suisse, mais presque. Oui, parce qu'il y a quand même un choix. Quand on choisit son fitness, il y a quand même un choix, comme tu disais, de location qui est vachement important. En disant, j'en prends un qui est soit à côté de ma maison, soit à côté de mon travail. Ou les deux. Ou les deux, parce qu'on se dit, ça c'est génial, parce que j'en ai un à côté de la maison et en plus un à côté de chez moi, donc ça c'est le rêve. Mais dans l'idée, c'est qu'on va surtout... Enfin, il y a un côté prix, bien évidemment, qui rentre en jeu, mais je pense que la location, elle est extrêmement importante. Ouais. Donc vous devez couvrir tout ce spectre-là pour être sûr que si quelqu'un cherche à côté de son travail, chez lui, il va tomber sur un non-stop gym. Oui, c'est ce qu'on essaye. Après, on a aussi fait des modèles un peu plus sophistiqués qui disaient, selon les statistiques de population de travailleurs, de pendulaires, de compétition, etc., il faut qu'il y ait une fitness là, sur la carte. Mais après, le marché de immobilier, il n'est pas du tout au courant nous, on veut de ça, ce oui, non, mais là, vous pouvez pas. Oui, mais on le veut. Donc on revient. Il y a beaucoup de théories et puis le choix pratique, et on doit quand même un peu plus mesurer le potentiel et avoir un peu plus de feeling que de statistiques pures et dures. Oui, c'est un des challenges majeurs que vous avez, il me semble, c'est vous avez des salles qui font entre 700 et 1000 mètres carrés. C'est quand même grand, surtout on parlait du fait que la Suisse c'est petit, les villes sont petites, l'immobilier est cher, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Comment vous gérez ce challenge ? Quelle est votre stratégie par rapport à ça ? Déjà, c'est un point clé pour nous. À la tête de Non-Stop Gym, on est deux. Aujourd'hui, je suis CEO et Ellen, elle est Chief de Growth. Donc, elle passe quasi la totalité de son temps à chercher. D'ailleurs, on dit aussi qu'on est plus dans l'industrie immobilière que dans l'industrie de fitness. Tellement, il est là le défi de trouver les bons emplacements. Ouais. Et on cherche, on essaye d'être plus connecté, pour pouvoir savoir un peu ce qui va se libérer un peu à l'amont, ou d'être les premiers qu'un propriétaire potentiel qui se tourne vers nous avant que quelque chose soit sur le marché. Après, je ne vais pas dire qu'on maîtrise tout ça. Je pense que la Suisse, ça reste assez protégé, assez conservateur dans toutes les procédures, mais on essaye d'être dans tous les réseaux, dans tous les esprits des propriétaires et des agents immobiliers. Parce qu'il ne doit pas y avoir tant de... J'imagine qu'il n'y a pas non plus beaucoup de salles de... qu'est-ce qu'on disait ? C'est entre 700 et 1000 mètres carrés qui se libèrent toutes les 2 semaines, quoi. C'est que ça doit être une denrée quand même très rare. Où plusieurs personnes se battent dessus au moment où ça ouvre, etc. Oui, et souvent là où il y en a, il y en a plusieurs. Donc, oui, il y a des endroits où ce n'est pas toujours difficile, mais il y a d'autres endroits où on cherche. Oui, quand il y a des nouveaux quartiers qui ouvrent, etc., il y a potentiellement des choses à faire, mais sur des zones plus centrales, etc., c'est... Absolument, c'est difficile. Dur. On n'a pas la clé magique. On cherche, on est opportuniste et on peut agir vite quand il y a quelque chose qui apparaît. On peut agir vite, mais on a... Ouais. Est-ce que vous avez un minimum de... Vous donnez aussi un minimum de taille, dans le sens où on parlait des mètres carrés, mais vous avez un minimum, vous dites, mais si ça fait moins que tant, on ne fait pas ? Oui. Oui, après, je pense que notre plus petite salle, elle est autour de 600 mètres carrés. Okay. Mais c'est vrai que en dessous de ça, c'est difficile de faire une vraie belle salle avec l'entraînement au niveau qu'on exige et qu'on assure à nos membres qu'on va trouver dans toutes nos salles. Et juste sur la relation ville-campagne, parce que j'imagine qu'en ville, on est... On parlait des 5 minutes, donc il faut être à 5 minutes à pied de la maison ou du bureau. J'imagine qu'à la campagne, on accepte peut-être plus de faire 15 minutes de voiture, on va dire.
Est-ce que du coup, le rayon que vous observez sur une salle potentiellement, on va dire en campagne ou un peu à l'extérieur de la ville, il s'élargit? Est-ce que vous prenez aussi en compte ça dans vos modèles de calcul? Oui, absolument. Et ce que vous avez dit par rapport à la distance, on la mesure peut-être en minutes. C'est peut-être 10 minutes à pied en transport public ici, mais 10 minutes en voiture, un peu plus à la campagne. Et si je suis déjà dans ma voiture, le détour de 10 minutes, on peut aller assez loin. Ouais. Oui, le radius du client potentiel, il est beaucoup plus large dans les lieux ruraux plutôt qu'urbains. Ouais. Okay. Et on entend souvent que dans les abonnements de fitness, il y a une sorte de grand boom en début d'année parce qu'il y a les résolutions de fin d'année. Les gens se disent « Ah, je vais me remettre au sport. Je vais me mettre. » Ou me mettre au sport. Mais qu'en mars, il n'y a plus personne dans les salles et que c'est un peu une des raisons pour les abonnements annuels, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas vraiment? Ou est-ce que c'est une légende? Janvier, c'est toujours un mois qui est un peu plus fort que les autres, mais pas par beaucoup. Au moins pas chez nous. En gros, on dit qu'on a 9 mois de haute saison et puis les 3 ou 2-3 mois de pointe de l'été où on a un peu moins de nouveaux membres et un peu moins de visiteurs. Mais hors de ça, on a un afflux assez constant à travers les mois. Puis forcément, oui, il y a les nouvelles résolutions qui viennent booster nos envies en janvier, mais je pense un peu plus haussé par les médias que ce qu'on nous on voit dans nos salles. Je pense que ça a changé. Je pense que c'était aussi plus le cas il y a quelques années, parce que le fitness était peut-être moins entré dans nos vies de manière régulière. Et du coup, oui, en janvier, ça y avait le gros boom, mais maintenant, c'est un peu devenu presque normal, entre guillemets, de faire du fitness. Et donc, du coup, ça s'est un peu lissé. Donc, il y a toujours le petit pic en plus en janvier, mais qui est peut-être moins grand qu'il y a, je sais pas, il y a 10 ans ou je sais pas. Oui, non, c'est sûr, ça devient un peu plus normal. La norme. Et je pense aussi peut-être que ça, c'est aussi un peu le côté low cost, qu'on peut se permettre d'avoir cet abonnement. C'est un peu moins... maintenant, je dois aller verser mes 1000 francs pour l'année prochaine, mais c'est un frais mensuel qui est un peu plus gérable et qu'on peut se permettre dans la continuité. Dans le business model aujourd'hui des fitness, donc c'est un abonnement, il y a l'abonnement traditionnel, on paye une année. Il y a l'abonnement où on paye tous les mois, mais c'est bloqué sur une année. Enfin, dans le sens où on va payer mois par mois, mais c'est pour l'année. Et puis après, il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés, j'ai envie de dire récemment, mais ça fait quand même quelques années, type je paye tous les mois et je peux annuler quand je veux. Comment vous avez choisi le type de modèle dans lequel vous voulez aller? Pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de ne pas offrir, par exemple, le fait d'annuler quand on veut? Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Comment vous avez choisi votre business model et pourquoi il est encore d'actualité aujourd'hui? Alors, chez nous, on propose les 3 options dont je me suis mal renseigné, alors c'est ma faute. On a l'option annuelle qui est chez nous 49 francs par mois et on peut payer tout d'un coup ou par mois. C'est 49 francs par mois, mais c'est un engagement de 12 mois. On a l'option au mois qui est plus chère, où on peut résilier à tout moment, c'est 69 francs par mois. Et ces 2 options, on les avait depuis le début. Tout au début, on avait l'option au mois qui était 89 francs. Aujourd'hui, il est à 69. Il était à 89 francs pour vraiment encourager les gens de choisir l'option annuelle. Parce que c'est sûr, oui, l'engagement annuel, ça nous offre une sécurité dans la longévité d'un contrat et on pense que c'est aussi bien pour vous de vous engager. Comme ça, on peut rester en forme pendant toute l'année. La concurrence... Il y a d'autres formes qui sont venues. Ils ont commencé à offrir le labo au mois à 69 et c'était leur seule offre.
Et nous, on a décidé de les suivre. Donc, aujourd'hui, on est à 69 francs par mois pour l'option sans engagement. Ok. Et ces prix-là, on ne les a pas changés depuis... donc, le 49 francs par mois, c'était le prix qu'on a mis quand on a ouvert il y a 12 ans. Ah oui? Et le 69, ça doit faire 10 ans maintenant qu'on est à 69 francs par mois pour l'option sans engagement. Ok, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, après, de nouveau, je suis pas... j'ai pas été faire l'analyse de tous les fitness, mais j'ai l'impression que il y a peu de fitness qui offrent ces trois trucs, parce que moi, je vois... Max, il est chez Non-Stop Gym, heureusement qu'il y a fait un ou deux, moi je ne le suis pas. Mais voilà, moi je sais que c'est toujours frustrant de dire « Ah, mais c'est une année, etc. » Puis en fait, même si on n'a pas envie, même si on sait qu'on va venir une année, on aimerait avoir le choix de ne pas le prendre. Et du coup, je trouve intéressant d'avoir en fait le choix. Parce que rien que de savoir qu'on l'a, peut-être qu'on se dit « Oui, mais de toute façon, je vais prendre l'année. » C'est juste de ne pas l'avoir, des fois c'est frustrant parce que voilà, on a l'impression de se faire avoir parce qu'on nous bloque sur... Et puis les gens n'aiment pas forcément être bloqués alors que... Ça ne change pas forcément grand-chose, mais c'est peut-être plus psychologique des fois. Ouais, une grande majorité de nos membres choisissent l'option annuelle. Et ça nous convient, je ne vous cache pas. Aujourd'hui, c'est plus, c'est quoi, 80%? Oui, c'est plus de 90% qui choisissent l'abonnement annuel. Mais on a des gens, plusieurs, qui sont abonnés au mois, donc ils peuvent résilier à tout moment. Et ils sont membres chez nous depuis des années. Oui. Mais voilà, mais moi je fais partie de ces gens, c'est pour ça que je rigole, parce que c'est très bête. Non, c'est pas bête. On cette dépense flexibilité, il a un prix. Mais justement, moi je suis très content de la payer parce que moi je sais que je vais faire généralement 3, 4, 5 mois de fitness, mais qu'après je vais en avoir marre et que je vais repartir sur la course ou je vais faire d'autres choses. Et du coup, j'aime cette flexibilité, donc je suis prêt à la payer. Et donc je sais que elle me coûte parce que je ne prends pas à l'année, mais je sais que 3, 4, 5 mois dans l'année, je ne vais pas venir parce que je ferai autre chose. Et donc, j'aime avoir cette flexibilité-là. Et c'est qui vos vrais concurrents? Est-ce que c'est les autres fitness? Est-ce que c'est... Alors, il doit y avoir d'autres fitness peut-être low cost maintenant, et encore, je ne suis pas sûr. Ou est-ce que c'est le sport en extérieur? Ou est-ce que c'est Netflix? Ou est-ce que c'est McDonald's? Oui. Quand on en parle de façon rigolée, on parle de Netflix. C'est la canapé. C'est la canapé qui est notre plus gros concurrent. Mais bien sûr, dans le domaine de fitness, oui, il y a d'autres salles qui sont dans le même domaine fitness low cost. En Suisse, c'est Pure Gym qui est le plus grand concurrent, qui sont... un concurrent formidable. Après, non, mais c'est compétitif, mais c'est très bien. Oui. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et comment est-ce que tu... justement, le plus gros concurrent pour rigoler, c'est Netflix, mais c'est quand même la réalité. Comment tu te bats contre ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est pas votre responsabilité, mais est-ce que ça fait partie de votre stratégie d'essayer de motiver les gens à arrêter de regarder Netflix, entre guillemets, encore une fois, rien contre Netflix, mais est-ce que vous essayez quand même de motiver les gens à revenir faire plus de sport, ou est-ce que c'est pas trop votre combat quand même? Non, c'est pas trop notre combat direct, mais indirect, absolument. On sait que pour venir en salle, les gens doivent être motivés, ils doivent prendre plaisir, ils doivent se sentir bien. Et ça, c'est 100% notre métier. Donc, assurer que la salle, elle est bien, qu'on se sent bien, qu'on puisse facilement entrer, que l'entraînement, elle suit son cours, qu'il y a possibilité de prendre du coaching si on a besoin d'aide, qu'on offre parfois des séances gratuites. Si quelqu'un perd un peu de motivation, on essaye de les récupérer avec des petits leviers. On n'en a pas énormément, mais on essaye un peu de faire revenir nos membres. Et on le fait bien sûr pour eux, mais aussi pour nous, car un membre qui vient, c'est un membre qui a beaucoup plus de probabilité de continuer qu'un membre qui ne vient pas. Donc, un membre qui ne vient pas est fort probable à la fin de son abonnement, il va résilier. Alors que si on vient, même qu'une fois par mois, on a beaucoup plus de probabilité de continuer. Donc, oui, on essaye de faire ce qu'on peut, sachant qu'on est aussi
on a peu de ressources autour de tout ça, donc on ne va pas appeler les gens avec une offre personnalisée. Vous avez à l'entrée des Non-Stop Gym pour ouvrir, on utilise l'empreinte pour ouvrir les portes. Et on parlait de la data avant en disant combien de personnes viennent, etc. Est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous utilisez cette data pour potentiellement dire, voilà, cette personne est... On sait que si elle vient au moins une fois par mois, elle a X% de chances de plus de reprendre son abonnement à la fin de l'année. Est-ce que vous avez ce genre de statistiques et est-ce que tu peux partager une partie de ces statistiques déjà? J'en ai déjà dit un peu, mais non. Oui, on sait l'utilisation de nos salles. C'est une data qui est à notre portée de main. Nos abonnements, les paiements et les visites. Tout ça, on l'a. Après, on n'a pas d'autres triangulations. On ne sait pas qui tu es, qu'est-ce que tu as mangé ce matin, non, mais et tu fais partie de ce groupe-là. Mais oui, la data qui est disponible pour nous, on essaye de l'analyser au mieux pour notre... Oui, parce que je trouve intéressant, même, je me dis, tu vois... Nos décisions, ouais. Exact, de pouvoir se dire, voilà, on sait que quand quelqu'un vient au minimum un mois, ça veut dire qu'il prend soin de lui, puis que du coup, voilà, on a plus de chances qu'il revienne, qu'il continue dans cette direction. C'est un client qui est important pour nous, etc. On sait que si quelqu'un, ça fait 4 mois qu'il n'est pas venu, comment est-ce qu'on peut faire pour le réactiver aussi? Parce que, voilà, pour qu'il prenne soin de lui, 2, parce que c'est aussi notre business model, etc. Ouais. Mais je trouve vachement intéressant d'avoir ces données-là et de pouvoir, d'une certaine manière, travailler dessus sans aller chercher dans le, comme tu dis, dans le trop poussé et de savoir tout sur les gens. Mais d'avoir une vision sur l'utilisation, c'est quand même très intéressant. Et même pour la personne en soi, de pouvoir, toi, te dire, aller sur ton app en disant, voilà, j'ai, tu vois, ma statistique, elle est de temps... L'année passée, en août, j'ai rien fait. Est-ce que la fréquence d'utilisation, ça ressemble à une courbe normale? Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent assez peu. Il doit y avoir des gens qui viennent tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Puis il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça ou pas? Et est-ce qu'il y a une sorte de seuil critique, en quelque sorte, pour vous? Vous savez que si une personne vient X fois par semaine, c'est qu'elle est contente et qu'elle va continuer à venir? Ou est-ce que c'est, on va dire, un seuil, c'est pas forcément un chiffre exact, mais ça peut être une fourchette. Alors, la statistique simple, c'est qu'on a environ un tiers de nos membres qui viennent plus qu'une fois par semaine. Okay. On a environ un tiers de membres qui viennent jusqu'à une fois par mois et un tiers dans un mois qui ne viennent pas. D'accord. Et ça, c'est un peu la base qui continue comme ça. Et on sait que ceux qui viennent, il y a des gens qui viennent très fréquemment et qui sont peut-être par définition heureux, mais il y a aussi ceux qui viennent une fois par mois et venir en salle, on a tellement de priorités dans nos vies. Donc, venir en salle, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, mais je ne peux pas toujours trouver caler ça entre les enfants, le boulot, la vie. Donc, quand j'ai le temps, j'y vais. Et ça, c'est un peu mon cas à moi. Alors, on ne va pas parler de moi, mais les membres qui viennent une fois par mois peuvent être très heureux. Après, il faut peut-être aussi un peu veiller aux tendances. Si auparavant, je venais 3 fois par semaine, maintenant je viens une fois par mois, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, c'est plus personnel, justement. C'est plus le changement, ces changements en fait, qu'il faut comprendre un petit peu. Ouais. Donc 40 salles, on disait avant. 45. Ah Je vais y arriver. 45, 60 employés. 70, voilà, on n'est vraiment pas bon, on n'a vraiment pas fait notre travail. 70 employés, 45 salles, c'est assez peu d'une certaine manière d'employés par rapport au nombre de salles. À quoi ça ressemble la structure des employés aujourd'hui, plus ou moins, ces 70 personnes, comment c'est réparti et les différents rôles qui existent au sein de la boîte? Alors, dans chaque salle, il y a un responsable de salle.
le site manager. On a 5, ouais, ça va faire le bon maths là. On a 5 responsables de région qui gèrent un peu chacun son univers. Et puis, on est environ 20 dans l'équipe centrale qui gère toutes les opérations autour, les opérations de base quotidiennes, les finances, les RH, la communication et l'expansion, donc les rénovations des salles existantes et aussi les transformations des salles futures. Et tout ce qui est gestion, alors donc il y a le responsable de salle qui est employé et toutes les personnes sur place, c'est-à-dire les personnes à l'entrée, par exemple à l'accueil, les coachs, j'imagine qu'il doit y avoir un certain personnel de nettoyage, etc. Ça, vous faites tous plutôt avec des partenaires ou c'est des contrats? Comment ça se passe? Oui, alors donc les 70 dont je parlais, ce sont des contrats fixes. En tout, on a environ 200 personnes sur notre payroll. Donc, ce sont en plus des auxiliaires qui nous assistent à la réception et les coachs qui sont 1, 2, 3 par salle, qui font quelques heures pour nous pour faire les séances d'introduction que je viens de mentionner gratuitement pour les membres. Nous, on paye les coachs pour ça. Parfois, ils font des small group training ou des petites animations où ils sont payés par nous. Mais dans la majorité de leur temps, ils sont indépendants. Et s'ils vont à une séance coaching ou un pack coaching à un client, c'est entre le client et le PT. Et nous, on n'est pas dans cette transaction-là. Et donc, tu disais que le rôle de Hélène, ta cofondatrice, était principalement, on va dire head of growth, mais c'était principalement de passer beaucoup de temps à essayer de trouver des nouveaux endroits. Toi, quel est ton rôle? Alors, le rôle de CEO, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe une grande partie de ton temps et ton challenge principal aujourd'hui? Alors, nous, donc c'est de veiller sur la totalité de ça. Et aujourd'hui, on est dans une phase assez stable, je dirais. Mais forcément, on a des salles qui vont un peu mieux que d'autres, de creuser un peu, de comprendre quelles sont les tendances, de creuser mieux comprendre nos membres, qu'est-ce que dit les data qu'on a, qu'est-ce que ça nous dit, quelle est la prochaine campagne. Mais, donc, on a une équipe de com qui fait ça, mais je travaille proche avec eux. Comment rester en contact avec nos membres et surveiller tout. Et puis, quand il y a des problèmes, s'il y a des problèmes, d'être un peu disponible pour sauter éteindre les feux. Pour éteindre les feux. Ouais. Revenons un petit peu en arrière pour comprendre un petit peu ton parcours. On va parler un petit peu de toi pour mieux comprendre tout ça. Donc, tu es d'origine suédoise, on en a déjà parlé. Tu es de Lund, qui est une très jolie ville au sud de la Suède. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est très sympathique. Tu es arrivé en Suisse en 2022 et... 2002. 2002, pardon. Oui, 2022, sinon ça fait pas longtemps là. C'est ce que j'avais noté en plus. Mais tu as travaillé 13 ans chez Procter. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase de ta vie, comment tu es passé de Suède à Suisse et comment c'était chez Procter? Tu as bossé là-bas pendant 13 ans, puis après tu pourras aussi peut-être nous expliquer comment l'idée de Non-Stop Gym est arrivée, mais on aimerait bien comprendre ça un petit peu avant. OK. Oui, commençons par le parcours professionnel. Moi, j'ai commencé chez Procter & Gamble. Par formation, je suis ingénieure et j'ai commencé chez eux dans l'informatique. Et j'ai fait 3 ans et demi en nordique, dans l'organisation nordique. Le siège européen pour Procter & Gamble, c'est ici à Genève. Donc, c'était assez naturel de passer un assignment ou 2 ici. Donc, j'ai déménagé ici en 2002 et voilà, je suis restée. Et j'ai fait chez Procter & Gamble, on change un peu assez souvent de rôle au sein de la société. Donc, avec l'informatique, j'étais un peu avec le customer-centric, un peu marketing-centric. J'ai fait du business analysis. Et à force de ça, j'ai beaucoup touché au marketing et je suis passée en fonction de marketing que j'ai fini 5 ans ici. Et après, donc j'ai beaucoup aimé ce monde corporate. Je ne suis pas quelqu'un qui tolère pas les grosses structures. Forcément, du coup, en tout, j'étais là pendant 13 ans. Mais
À un moment, oui, donc j'étais en congé mat pour mon aîné et ma fille. Et Hélène, elle est venue me poser la question si je voulais pas tenter cette expérience d'un fitness low cost en Suisse. Et l'idée, c'est elle qui l'avait. Et c'était le moment, je pensais bien que mon mari, il travaillait chez Procter & Gamble. J'ai déjà dit, c'est un milieu où on travaille plutôt beaucoup que peu. Et de matcher ça avec une vie de famille en tant que parent, c'était difficile. Et ça tombait bien. Je pouvais partir de Procter et démarrer cette nouvelle aventure. Bon, c'était pas pour travailler moins, je pense. C'est ça. J'allais dire, c'était pas vraiment pour travailler moins pour le coup. Exactement. Non, c'était en tant qu'entrepreneur, on travaille pas forcément moins. Quand on a une activité qui est ouverte 24 heures sur 24, non plus qu'on peut toujours gérer ses heures. Mais en gros, j'ai quand même vraiment pu gérer mes heures plus de flexibilité. Et je pense qu'à la fin, ça a quand même bien fonctionné. Comment ton arrivée en Suisse, elle se passe bien? T'as aimé au début? Parce qu'il y a plein de gens qui disent au début j'ai détesté, mais après ça a été. D'autres qui disent j'ai adoré dès le début. C'était quoi au début un peu quand t'as débarqué ici? Donc je suis venue au mois d'août. Au mois de décembre, on était dans notre premier chalet à Chamonix. Oui, donc ça va, c'était bien. Je pense que cette proximité de la montagne, elle m'a toujours été très chère et ça a toujours été un atout majeur pour Genève et la région. La qualité de vie ici, c'est ouf. On est très bien, on gagne bien sa vie, on se sent en sécurité. Et franchement, il y a beaucoup de choses dans la culture qui sont très similaires à la Suède. C'est un peu lent, un peu safe, un petit peu boring. Donc, on se sent comme à la maison. On se sent un peu comme à la maison. Bien. Il n'y a pas eu de choc culturel de venir ici. Mais c'est vrai, quand on vient avec Procter & Gamble, on vient plus dans un monde international, corporate. Tous mes amis étaient du monde corporate et il y avait très, très peu de Suisses. Et maintenant que je travaille en Suisse, en français, et mes enfants sont scolarisés en Suisse, en français, je me sens beaucoup plus suisse. Et d'ailleurs, je suis suisse depuis... bientôt 10 ans. Ah ouais? Je pense, ouais. Bon. Et ça s'est bien passé, on va dire. Et quand vous commencez cette aventure à deux avec Hélène, forcément, vous êtes les deux, vous venez les deux du monde corporate. Il y a une certaine confiance qui doit s'installer entre vous. Déjà, est-ce que vous vous connaissiez déjà? Est-ce que vous étiez collègues, vous travailliez ensemble chez Procter? Est-ce que vous étiez déjà copines à ce moment-là et c'est ce qui vous a fait construire la chose ensemble? Est-ce que le fait que vous soyez suédoises les deux, ça a aussi contribué à ça? Et au début, il faut mettre son ego de côté, il faut réussir à travailler ensemble. Comment ça s'est passé, cette alchimie-là entre vous deux au départ? Alors, oui, on était toutes les deux chez Procter & Gamble, mais Procter & Gamble, c'est assez... à l'époque, on était 3000, donc on se croisait de temps en autre, mais on ne travaillait pas ensemble, on ne se connaissait pas beaucoup. Mais Hélène aussi, elle skiait beaucoup à Chamonix. C'est le ski au centre de tout ça. On se connaissait un peu mieux hors du travail qu'au travail. Et franchement, c'est un coup de chance que Hélène, elle est venue me demander à moi si je voulais faire ça avec elle. Et c'était un gros pari parce qu'on est vraiment dans on est devenus très proches. On ne peut pas gérer ça sans interagir constamment, sans passer beaucoup de temps ensemble, sans prendre beaucoup de décisions parfois faciles, mais aussi parfois difficiles. Et je trouve que j'ai eu énormément de chance. On a peut-être toutes les deux, parce que ça fonctionne très bien. Peut-être toutes les deux étant suédoises, on a la même culture, on se comprend peut-être plus facilement, mais
on n'est pas ici pour faire quelque chose de suédois. On est ici pour faire quelque chose pour les Suisses et ceux qui habitent en Suisse. Et pouvoir collaborer et être uniforme, c'est un vrai pari et je pense que ça a bien fonctionné. On arrive à collaborer ensemble, à s'écouter, à bien discuter s'il y a quelque chose on n'est pas toujours aligné, mais on a beaucoup d'avis partagés quand même. Okay. Et vous avez les deux quitté Procter pour vous consacrer à la société en même temps. Il n'y en a pas une qui qui restait un peu full-time, etc. Ou ça a été vraiment les deux, allez, on y va à fond les deux? Alors, Ellen, elle avait déjà l'idée un peu de comment est-ce que peut-être qu'elle devrait se lancer dans cette idée-là. Et à l'époque, il y avait des réorganisations chez Procter. Donc, eux, ils proposaient aux gens de partir avec un petit package. OK. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Donc, Ellen, elle a pris ça pour son idée. Moi, j'ai pris ça pour ma congé maternité. Et puis, ouais, on n'est jamais revenu à Procter après. Ellen, elle avait lu un peu les 10 advice de Richard Branson, comment lancer sa propre entreprise. Il y avait 1 à 9, il faut faire ça. Et après, tu dois démissionner de ton poste de travail. Vous l'avez fait dans l'autre sens. Un peu à travers. Vous avez fait le 10 d'abord et après... Un peu à travers, mais ça nous a aussi permis d'être assez flexible, assez dédié à cette aventure. Et pour ma part, mon mari, il m'a toujours soutenu et du coup, lui, il savait qu'il n'avait pas le droit de partir. C'était à lui de bring home the bacon. Donc, mais cette sécurité, ça nous a aussi beaucoup aidé à être serein dans notre aventure. Oui, parce que pas mal de gens qui se disent tu es chez Procter, tu as ton congé maternité, donc tu viens d'avoir un enfant, ce qui est déjà un sacré projet en soi. En plus, tu changes de job pour créer ce projet entrepreneurial. Il y a pas mal de gens qui se diront c'est typiquement le moment où je vais plutôt rester chez Procter et Gamble. Vous avez fait un gros pari quand même d'élever un enfant et une entreprise en même temps, parce que c'est deux grosses choses à faire. Oui, et donc j'avais déjà décidé de ne pas continuer chez Procter. Je sentais que ce n'était pas compatible, les horaires, et je voulais pouvoir être un peu plus présente pour ma fille. Okay. Et j'étais un peu naïve. Mais c'est bien, il faut, parce que si tu savais... Dans la partie entrepreneuriale, je n'avais peut-être pas bien ceci exactement ce que ça veut dire, mais ouais, comme j'ai déjà dit, j'avais la flexibilité. Donc, je trouve que ça a quand même fonctionné. Ouais. Super. Donc, vous avez ce projet, Hélène vient avec ce projet, vous en parlez, etc. Vous dites, OK, on va le faire. C'est quoi votre plus gros challenge au début? Vous commencez par quoi? Il faut trouver une salle, il faut chercher de l'argent. Est-ce que c'est au début votre argent? Comment ça se construit un peu le tout début? Ouais. Le tout début, donc Ellen, elle avait l'idée, elle savait que ça fonctionnait bien en Suède, aux US, en Allemagne. Et on s'est dit, mais pourquoi ça ne peut pas fonctionner ici? Donc, on a fait un peu de marché d'études de marché, pour mieux comprendre est-ce qu'il y a des vrais obstacles, pourquoi ça n'existe pas ici. On n'en a pas trouvé. Et on s'est dit, tiens, on va se lancer et c'est ouvrir une salle de sport, il faut du capital. Et il faut le capital à l'amont. Donc, on va dépenser toutes les frais de rénovation avant d'avoir un seul revenu des membres potentiels. Donc, il nous fallait des investisseurs et on a passé environ les premiers 6 mois à pitcher, à essayer de trouver quelqu'un qui croyait en nous et qui croyait en ce projet et qui voulait investir dans notre aventure.
Donc, trouver l'argent, problème numéro 1. Oui. Deuxième, Et une trouver la fois salle. qu'on avait ça, on s'est lancé, donc tout un petit peu en parallèle. Il fallait trouver la première salle et vraiment solidifier, mettre au concret ce qui était que sur papier avant, quelle était la marque, quelle était la proposition commerciale et à quoi ressemblait la salle et la transformer. Donc, on avait signé on avait trouvé 400 mètres carrés à la Servette, à la rue de Grand-Pré. Et on a transformé ces 400 mètres carrés parce que tout au début, on pensait que ça, c'était peut-être la superficie idéale pour nous. Et sachant que le loyer, c'est les frais le plus élevé pour nous. Donc de ne pas aller trop en mètres carrés non utilisés au début, c'était plus safe d'aller avec une surface un peu plus petite. Et on a fait la transformation. C'était des bureaux auparavant. On a fait la transformation. Et on a vendu nos premiers abonnements. On a lancé le online sign-up. Et puis, on a ouvert la salle le 2 janvier 2014. Et on savait que peut-être c'était un peu petit et on avait une option sur l'étage. Et en septembre 2014, donc 9 mois après, on a ouvert un deuxième étage. Ah, wow. Donc c'est allé assez vite dans la confirmation du succès. Il y avait vraiment un besoin à combler, quoi. On avait, le premier jour qu'on a ouvert, on avait du monde qui sortait par la réception, qui descendait par les escaliers, qui sortait dans la rue, tellement... Pour prendre l'abonnement. Pour prendre un abonnement. Ah, wow. J'allais dire, tu te souviens du premier, tu sais, parce que c'est... Généralement, tu te souviens toujours du premier, mais là, il y en a eu trop d'un coup. Oui, quoi. et ça on l'a plus, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas pareil. L'offre est plus modernisée par nous et par nos concurrents. Mais on a très vite su qu'il y avait un engouement, il y avait un besoin pour la proposition qu'on avait à offrir. Ça doit être tellement satisfaisant quand même. Est-ce que tu te rappelles de comment tu te sentais à ce moment-là, ces jours où tu voyais tous ces gens? Est-ce que vous vous y attendiez ou est-ce que ça a été une surprise? Alors, on avait mis 300 abonnements en pré-vente et on était un peu surpris. On avait peut-être mis la pré-vente en ligne en novembre. Et on avait quand même vendu un abonnement ou 2 ou 3 et puis encore un peu. Et on était un peu surpris, les gens qui s'engageaient à payer. Du coup, 468 francs, c'était 39 francs par mois, abonnement annuel en pré-vente. Et ils ne nous avaient pas encore payé ce montant, mais ils s'étaient inscrits, ils avaient engagé pour bénéficier de ce prix. Et juste avant le Nouvel An, on a vendu le 297e abonnement de pré-vente. Donc, on sentait, il y a quand même un peu d'intérêt pour nous. Et puis, le 2 janvier, on n'était pas prêts. Nous, on était prêts, mais on n'attendait pas à avoir cette file qui réussit devant la réception pour venir s'inscrire. C'est incroyable. Donc, oui, c'était assez bluffant et encourageant. Et le lendemain, il y a un gars qui est venu, qui s'est pointé, il a dit « Ouais, tiens, vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous aider ?» On a dit « T'as un CV ?» Et il a dit « Ouais, tu peux commencer quand ?» Et il a dit « Demain ?» On a dit « You're hired ». Et comme ça, on a su parce que du coup, tout d'un coup, on avait 0 temps pour tout le reste et on était juste absorbés par nos opérations. Et on a compris que oui, on pouvait se lancer un peu plus. C'est dingue. Ouais. Et juste, combien de temps après donc vous prenez l'étage, on va dire que c'est la même salle, mais la deuxième salle vient combien de temps après, à peu près? Je pense qu'on l'a signé au bout de 5 mois peut-être, et puis on l'a réouvert après 1er septembre, il me semble. Donc, oui, donc vous aviez planifié le 5e mois, vous aviez signé déjà le... Ouais. Ok, impressionnant. Juste une petite question sur la salle, parce que, OK, vous trouvez les 400 mètres carrés, mais après, il faut la remplir, est-ce que
Vous l'avez fait vous-même, je sais pas, tu prends un bout de papier, un crayon, bon bah là on va mettre les vélos, là on va mettre les machines, ou est-ce que vous avez regardé des modèles de salles suédoises ou américaines, ou est-ce qu'il y a des architectes pour ça? Comment ça marche? Alors, c'était 100% l'expertise de Ellen. Enfin, Ok. au moins, c'était pas la mienne. Mais on a toujours été pas vraiment d'avis très fort par rapport au fitness. Si on fait du fitness, c'est de façon amateur et grand public. Mais du coup, on s'est aussi dit, on a évalué plusieurs fournisseurs de marques et puis on a signé avec Matrix et on leur a dit, aidez-nous avec Oui, les eux, ils machines peuvent les plus t'aider à- populaires, les plus... Qu'est-ce qui va où? Qu'est-ce qui fonctionne oui, bien? qu'est-ce qu'il fait Est-ce que tu dois avoir pour le corps flux, complet. Et puis, je pense qu'Ellen, elle savait, elle savait, mais c'était plutôt eux qui proposaient et c'est leur métier. Ouais. Donc, eux, ils savent ça aussi. Ouais. Parce que je pense que c'est important pour l'expérience quand même, que les gens, qu'il y ait une certaine fluidité dans la salle. Donc, ouais, c'est pour ça que je me posais la question. Et donc, pendant tout ce process, au début de l'histoire, vous avez été accompagné par Jenny Lem. Mhm. À quel moment vous avez dit on a besoin d'aide, on va aller voir Jenny Lem Mhm. parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Donc peut-être pour info, donc Jenny Lem c'est une comment on va appeler ça, société entre guillemets qui aide les entrepreneurs avec du coaching, avec de l'aide, etc. pour structurer, pour grandir. Et à quel moment vous vous êtes dites les deux, on a besoin d'aide, on va aller voir Jenny Lem, et ensuite qu'est-ce que ça vous a apporté cette aide-là? Alors, il n'y a pas énormément d'aide possible. Donc, nous, on cherchait surtout de l'aide financière. Et c'était dans ces démarches-là qu'on a approché Jenny Lem. Est-ce que vous faites vous faites des investissements? Ils ne font pas. Est-ce qu'ils pouvaient nous aider avec des pistes des investisseurs? Ils pouvaient un petit peu, mais ce n'est pas leur métier. Par contre, ils proposent cet accompagnement pour aider les entrepreneurs à mieux faire leur parcours. Et on s'est dit, très bien, on ne se sentait pas ignorante par rapport à quelle était la prochaine étape, mais on s'est dit, de l'aide comme ça, on peut certainement en avoir. À l'époque, il y avait un petit souci. On était censé avoir son produit pour pouvoir bénéficier de leur service, ce qui n'était pas trop le cas pour nous, mais on avait du coup finalement trouvé le financement, donc on savait que ça allait venir. On a créé la société, on a pu faire le pitch pour demander leur support, ce qui a été validé. Et puis, l'aide, c'était très... des petites choses au quotidien. C'était peut-être pas la grosse question, comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela, mais on avait ces experts qui avaient fait de l'entrepreneuriat, qui savaient comment, un peu sur la loi pour embaucher quelqu'un, comment payer un salaire, Oui, surtout plein en plus, de choses très utiles. Donc, ça a été très valable, très valorisant pour nous. Mais il n'y a pas eu de grosses déclics et grosses apports comme ça. Mais ouais, on était un peu soutenus. On avait quelqu'un un peu plus expérimenté à nos côtés. Oui, pour les choses assez structurelles, etc. Ouais. C'est important d'avoir des gens aussi, et puis même légal, entre guillemets. Tu vois, tu es un pays, tu connais pas forcément. Alors même dans ton pays d'origine, tu connais pas forcément toutes les lois, mais en plus, tu es dans un pays où tu n'es pas forcément du pays au début, donc tu dois ok, là, ça se passe comme ça, etc. Donc je pense que ça apporte aussi cette valeur-là, potentiellement. Absolument. On a parlé avant du moment où vous dites tiens, c'est génial, il y a les gens qui font la queue, il y a les abonnements qui sont vendus, donc c'est tout le côté positif. Est-ce qu'il y a un moment donné, avant l'ouverture du premier ou même après, où en fait vous vous êtes dit ça va pas marcher? Est-ce qu'il y a eu un moment de doute Je pense non. C'est pas qu'on n'a pas eu de problème, mais on n'a jamais été au bord de la faillite. On n'a jamais été au bord de renoncer. Totalement. Totalement, Ok. ouais. Depuis les premiers
pitch qu'on avait fait tout au début, ça s'est peut-être pas très, très bien passé. Mais assez vite, quelqu'un nous a dit, ouais, je sens ça va passer, ça va fonctionner. Après, trouver le matching avec celui qui veut investir, il faut beaucoup de choses pour que ça matche. Mais il nous a dit, je ne m'inquiète pas pour vous, ce ne sera pas moi, mais quelqu'un va investir en vous. Et on a pris ça un peu à cœur, ça nous a boosté. Oui, quelques mois après, on avait nos investisseurs et on a toujours eu un petit lucky star qui nous a guidés dans les bonnes directions. Et par curiosité, ces premiers investisseurs, c'était des investisseurs particuliers ou c'était institutionnel? Particuliers, que des business angels qui... on a cherché les institutions les plus professionnelles. Ils nous invitaient souvent même pas à venir pitcher. Ils cherchaient beaucoup. Oui, soit c'était trop tôt, mais on avait beaucoup de refus. Ils voulaient qu'on soit high-tech, med-tech, apps. Ouais, ok. Et non, on est bricks and mortar. On va investir dans du immobilier, dans des machines et ça va pas être... on peut pas appuyer sur un bouton et ça va être x100. Et ça, c'était un peu le rêve de IT informatique quand même, où... Oui, on pouvait faire des très belles investissements et nous, on ne peut pas grandir comme ça, mais je pense que nos investisseurs, ils sont contents. Ils sont contents. Et donc aujourd'hui, on a dit 45 salles, ça fait 12 ans d'existence. Votre objectif était de devenir le leader du low-cost des fitness en Suisse. Est-ce que vous y êtes ? Alors, il y a Pure Gym qui est quelques salles devant nous. Okay. Donc, presque. Oui, il continue à croître, on continue à croître. Donc, non, on n'y est pas encore. Okay. Ça reste la vision. Ça reste la vision, votre objectif. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous fixez sur l'avenir? De continuer à rester proche de nos membres, d'être à leur écoute, d'évoluer à leur côté, de proposer un service qui attire. Et ça, c'est la fondation de notre produit. Et je pense qu'on se réveille un peu plus à la taille qu'on a aujourd'hui, qu'on joue plusieurs rôles, entre autres en tant qu'employeur, on veille un peu plus sur nos employés. Est-ce qu'ils sont bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Donc, on essaye d'être bien dans tous nos rôles à travers le spectre des rôles qu'on a en tant que jeunes entreprises. Et en 2022, vous faites entrer un investisseur stratégique, InVision. Déjà, comment ça vous a aidé dans la croissance? Quel a été le but de faire entrer cet investisseur-là? Et puis après, on parlera peut-être un peu plus en détail du deal, mais quel a été l'impact premier de faire rentrer Oui, c'était un peu plus tard. On était tout juste 10 ans avec nos investisseurs initiaux qui nous avaient accompagnés. Disons qu'on avait une trentaine de salles et on avait créé quelque chose. Collectivement, on voulait peut-être récupérer un peu de ristourne sur cet investissement. Et on a dit, ça fait 10 ans. Et on a commencé à regarder s'il y avait quelqu'un qui voulait reprendre les rênes pour la société. Et on a trouvé InVision, qui est du coup un asset investment firm qui est suisse, qui a un peu plus d'expérience dans la phase croissance, qui nous a aidé à faire quelques choix financiers un peu plus intelligents et qui, on espère, peut nous aider aussi un peu dans la
croissance suisse, les relationnels suisses, à trouver peut-être des locaux, comme on a dit, c'était le défi numéro 1. Mais on est heureux de ce changement aussi parce qu'ils nous ont, ils ont investi en nous, aussi parce qu'ils croient en nous. Et ils nous laissent gérer à peu près comme avant. Donc, Hélène et moi, on était à la tête de la société avant. On reste à la tête de la société. Et bien sûr, on a un conseil d'administration avec Innovation de façon régulière pour qu'il supervise et vérifie qu'on avance bien dans la bonne direction. Mais il reste très... un peu à distance, ils nous laissent gérer et ils n'ont pas tort. Et on ne les a pas dessus pour l'instant. Donc, il n'y a pas eu énormément de changements suite à ça. Mais donc, c'est vous qui avez été... vous étiez dans cette phase-là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin potentiellement d'un acteur comme celui-là. Vous avez cherché, du coup... mais c'était quoi le rationnel derrière? C'est de dire, on cherche quoi, en fait? On cherche une société d'investissement, on cherche quelqu'un qui peut reprendre... C'est quoi on cherche à vendre la société. Donc, c'est ça. On met la société à vendre. Okay. Donc, on cherche un acheteur. Okay. Mais pas n'importe qui, pas n'importe lequel. On veut quelqu'un qui peut partager notre vision, quelqu'un qui peut... qui a une vision de nous mener avec eux, pas acheter pour faire quelque chose qu'on n'aimerait pas, qu'on ne respecterait pas. Mais oui, c'était une procédure de vente. Et c'était ça la démarche, et c'était ça. Donc, on avait fait appel à un spécialiste, un agent qui nous a aidés à faire savoir dans tout ce milieu-là qu'on ne maîtrise pas, mais qu'il y a plusieurs acteurs qui sont... dans le milieu, je pense qu'eux, ils se connaissent. Voilà. Okay. Pour assurer qu'on a fait le tour d'acheteurs potentiels. Et quand on vend, on entend souvent des gens qui... c'est un peu à double tranchant. Il y en a certains qui ressentent un soulagement, d'autres ressentent un deuil. Est-ce que toi, tu as ressenti une de ces émotions-là? Est-ce qu'il y a une part de toi qui s'est dit, c'est plus vraiment mon bébé aujourd'hui? Ou est-ce que, malgré vous continuez à travailler aussi à 100% dedans? Donc, comment cette relation elle a évolué aussi émotionnellement pour toi et pour Hélène? J'imagine que c'est un peu pareil. Oui, on est fiers parce que c'est un peu comme si on a son bébé qui quitte la maison pour la première fois. Mais c'est vrai qu'on reste les parents. On reste les parents. Et à la oui, on est fiers. On a pu générer un rendement. On a pu en reculter un peu. Donc on est fiers, on est satisfait. Et puis, mais on reste dedans. On est toujours investi dedans. Et il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. C'était une condition, ça, d'ailleurs, dans la recherche de cet investisseur? C'était une condition que vous restiez à la tête du projet, ou est-ce que vous auriez accepté d'en sortir? On s'y attendait à ce qu'on resterait. C'est vrai que dans les transactions de sociétés comme ça, s'il y a une acquisition par un concurrent, parfois les dirigeants ils sont sortis et toute l'organisation est absorbée dans l'organisation du concurrent. On savait, oui, si ça aurait été le cas, oui, on aurait pu ne pas rester à la tête de la société sous condition que notre produit serait respecté, nos employés seraient respectés, nos membres seraient respectés. Mais oui, on doit aussi un peu mettre sa fierté à part. Et puis, finalement, du coup, c'était
un acteur financier qui était l'acheteur. Et du coup, pour eux, c'était évident, ils voulaient qu'on reste. Au contraire, c'était même, du coup, un critère qu'on reste pour continuer à mener la croissance et les prochaines étapes pour Non Stop Gym. Si tu quittes demain Non Stop Gym, tu relances quelque chose de nouveau ou c'est bon, t'en as eu assez? C'est une bonne question. Je pense que je n'ai plus la même jeunesse pour relancer autre chose. Dans ma nature, je ne me sens pas comme un serial entrepreneur. J'ai pas des idées de droite à gauche. Je pense que je suis mieux à faire quelque chose de bien, assurer les détails, que toutes les opérations sont bien. C'est peut-être ça plus mon fort. Mais oui, si je quitte Non Stop Gym demain, oui, il faut faire quelque chose. Mais j'ai du mal à m'imaginer qu'est-ce qui peut être plus intéressant et plus gratifiant que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes sur le modèle principalement propriétaire. Et, enfin, vous avez vos salles, c'est des locations, mais c'est vous qui gérez les salles. Vous avez déjà pensé au modèle de franchise pour votre croissance? Oui, un peu. On n'a pas vu beaucoup de salles qui sont vraiment à la hauteur. Si nous, on a été contactés, on a très peu été contactés par les salles. Parmi ceux que nous, on a visités, il n'y a pas tant de salles qu'on aimerait reprendre et convertir en salle Non Stop Gym. Donc, ça a presque été plus facile de prendre une salle non existante, qui n'était pas une salle, et la convertir en quelque chose qui est Non Stop Gym, plutôt que convertir une salle existante. Okay. À 2 reprises, on a fait des acquisitions et ça a été plus cher et un peu plus compliqué. Tu dis de reprendre une salle existante de fitness, de la modifier, de la mettre aux normes Non Stop Gym, etc. Exact. Donc, pas via franchise. Ça aurait pu être par franchise, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. On a repris le bail, parfois le membre ou pas. Mais la transformation d'une fitness existante, peut-être avec une sauna, peut-être avec des attentes différentes, ça a été plus compliqué que de convertir une salle existante, une salle non existante. Et rapidement aussi sur cette acquisition c'était InVision. Hein. Est-ce que vous voyez éventuellement une expansion internationale à un moment donné, ou est-ce que vous allez rester focalisé sur la Suisse, devenir le leader low cost suisse? Voilà, c'est ça ma question. Oui, pour l'instant, on reste en Suisse. Okay. Pour l'instant, on reste en Suisse. D'accord. Ouais. J'imagine qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Question qui n'a rien à voir, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs suédois qui ont fait plein de belles choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein d'entrepreneurs suédois? Est-ce que c'est le système d'éducation? Est-ce que c'est la mentalité? Est-ce que c'est... Oui, c'est une bonne question. Je pense que... Il y a plein de bons entrepreneurs dans tous les pays, mais il y a plein d'entrepreneurs suédois que je suis, que j'admire, etc. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question en disant, est-ce que c'est le système éducatif? Est-ce que c'est, je sais pas, une culture? Qu'est-ce qui... Je pense que culturellement, on est assez humble et habile dans la culture. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'on peut faire des choses, on peut changer quelque chose, on peut être agent de nos propres succès. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a assez culturellement dans nous. Et je pense que l'administration a été très facile en Suède de créer des sociétés, de faire sa déclaration d'impôt. Il y a plein de choses comme ça qui sont très faciles. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'aides, d'organisations d'aide qui aident à pousser l'entrepreneuriat.
Ouais, sais pas si je tu suis as- d'accord avec ouais. ça. Je pense qu'il y a pas mal d'autres éléments, mais ce côté très pragmatique et d'ouverture d'esprit, je pense que la Suède aime le développement, aime les nouvelles choses. On a toujours été aussi un peu fan du côté entrepreneurial des Américains. Il faut pas oublier que la Suède, de notre petite taille, est un des pays qui crée parmi les plus grosses entreprises du monde. Bon, Ikea, c'est probablement la plus connue, mais des Volvo, des Spotify pour plus récent. Mais on est aussi le 3e plus grand marché mondial de la musique. Ça, on a tendance à l'oublier. Et ça, c'était avant Spotify. Marché de la musique dans quel sens? Producteur de musique. Donc, tu as les États-Unis, après, je sais plus lequel c'est le 2e, et puis ensuite, il y a la Suède. La Corée. Peut-être. Aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que ce soit la Corée, effectivement. Donc, c'est culturel, mais c'est assez paradoxal parce que c'est un pays très socialiste. Donc c'est intéressant d'avoir cette pluralité entre un pays qui est très socialiste, où l'égalité est super importante, où chacun a ses chances, mais ça permet aussi, du coup, aux personnes d'entreprendre et de créer des nouvelles choses. Et je pense qu'on est assez ouvert aussi à remettre les choses en question et à dire « Ah, mais pourquoi c'est comme ça? On devrait le faire comme ça et ce serait mieux. » Et voilà, il y a cette drive derrière, je pense. Voilà. Okay. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est un moment culturel. Si. Mais on se posait aussi une question, Petra. À quoi ressemble une journée dans ta vie, dans ta vie de dirigeante de Non-Stop Gym? C'est pas des journées très sexy, hein, mais oui, j'ai rien de fun à dire pour ça. Je me lève, je prends mon petit déj avec mes enfants, je dépose ma fille à l'école, je vais au travail. Je suis la seule, je pense, qui va au bureau 100% des jours. On a un peu plus de home office pour tous, mais moi, j'aime bien aller au travail et comme ça, je suis là, je suis joignable pour ceux qui veulent me voir. Et du coup, au bureau, peut-être qu'on va courir le long du lac. On est au Paki, donc on a le lac pas loin. C'est pas tous les jours, mais on va dire que c'est un jour type. Et oui, des réunions, des emails, des petits calculs. Et puis, oui. Puis essayer j'essaie d'aller au fitness de temps en temps. De temps en temps, ouais. Ouais, tu t'entraînes toi chez Non-Stop Gym? On veut voir tes stats, on veut voir les stats de ton doigt, tu vas nous les envoyer après, on va les mettre live. J'ai pas mal de stats dans le système, mais c'est pas toujours pour m'entraîner. Voilà, c'est ça, c'est pour aller. Mais ça, on sait pas, tu peux nous montrer les stats, tu peux nous montrer que tu vas tous les jours, on sait pas ce que tu fais, mais... Oui. J'ai pas mal de visites en salle, mais pour autre chose. J'essaie d'apprendre et personnellement, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup être dans ce domaine. Perso, je préfère faire mon sport à l'extérieur. Ok. Je rebondis sur ce que tu disais avant parce qu'on parlait de la Suède et en fait, c'est un peu personnel, mais mon père, il me dit tout le temps, parce que mon papa est donc suédois et il adore la Suède évidemment, et il me dit tout le temps « Ah mais il y a ce business là-bas, tu devrais le faire en Suisse. » Il a tout le temps plein d'idées de choses qui existent sur un autre marché et qu'on devrait implanter en Suisse. Vous avez fait ça. Vous avez pris quelque chose qui existait en Suède et qui a été importé en Suisse. Mon frère, Marcus, a fait la même chose. Il a fondé Kusmi, qui est maintenant Academic Work, qui est aussi une boîte suédoise, avec qui on a aussi fait un podcast d'ailleurs. À quel point tu penses que l'entrepreneuriat, c'est aussi, des fois, de temps en temps, juste regarder ce qui se passe et ce qui se fait ailleurs et d'essayer d'importer ça et d'adapter ça à notre système suisse? C'est 100% l'idée pour nous. C'est ce que nous avons fait. On n'a pas idéé un truc nouvel et on a cette chance de vivre dans une société un peu conservateur qui fait que quelque chose qui a boomé en Suède depuis 20 ans n'est toujours pas présent sur le marché suisse. Donc, non, je pense que c'est très intelligent de lever les yeux, regarder qu'est-ce qui marche à l'étranger et voir est-ce qu'il y a des vraies raisons culturelles que ça ne marcherait pas ici. Tu as dit aussi, juste avant, un point sur lequel je voulais revenir, c'est tu parlais de ton temps chez P&G, chez Procter & Gamble, pardon, et j'ai pas l'impression que tu
tu le décrivais comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'était plutôt un beau moment. Tu as apprécié, même s'il y a beaucoup de travail, il y a sûrement des côtés difficiles, mais tu le partageais pas comme une expérience négative. Et souvent, on entend « Ah, c'était affreux dans le corporate, etc. » Toi, tu dis l'inverse. Est-ce que, un, c'est vrai, et deux, qu'est-ce que ça t'a appris parce qu'on voit aussi, on parlait de la Suède, où il y a plein d'entrepreneurs, mais aussi on voit plein d'entrepreneurs successful qui sortent de chez Procter. Qu'est-ce que ça apprend qu'est-ce que ça t'a appris et en quoi ça t'a servi? Alors, oui, c'est vrai. J'ai bien aimé mes 13 ans là-bas. Ça n'a pas été 13 ans de souffrance. J'ai énormément appris. Je pense que c'est une vraie école où, justement, ces changements, on change beaucoup. On évolue constamment. On est face à des nouvelles situations et pour ma part, des nouvelles fonctions au sein de la société. Donc, j'ai appris tellement de choses à travers ce passage en Suède, en informatique, face aux clients, face au marketing, face aux consommateurs, analyse. Et je pense que cette multitude de choses reflète beaucoup ma journée aujourd'hui, ou surtout les 2 premières années où on est entrepreneur, on est finance comme RH, expansion, stratégie, tout. Donc, je pense que ça a énormément aidé dans cette totalité. Et puis, je pense que ce que fait Procter peut-être un peu trop, mais on le sent de plus en plus maintenant, c'est des procédures. Et maintenant qu'on grandit, on essaye de mettre en place de plus en plus de procédures, d'avoir des structures pour les choses pour qu'on puisse s'assurer que les standards dans nos salles, mais aussi pour nos employés, pour les membres, pour la com, qu'on nous reconnaisse, qu'on est cohérent. Et ça, c'est... je pense que ce sont les maîtres des procédures. C'est sûr, parfois un peu trop parce qu'il y a énormément de procédures, ça va très lentement. Et dans l'entrepreneuriat, il faut aller vite. Donc ça, c'est l'inverse, mais on essaye de quand même avoir une certaine rigueur. Et il y a énormément d'exemples qu'on reprend de Procter. Des choses que tu as utilisées, exact. Et surtout maintenant, arriver à ce stade de maturité. Encore plus maintenant qu'au début, d'une certaine manière. Oui. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne aussi qui était dans le corpo et qui aimerait se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais ça va bien se passer. Don't leave your day job, si on prend Richard Branson. Mais oui, pourquoi pas? On ne peut pas le faire à la Procter & Gamble. Donc, je sais, Jenny Lem, il nous disait toujours « Oh, vous êtes tellement data-driven ». Alors qu'on sentait que comparé à Procter & Gamble, on avait des data qui sortaient des yeux et des oreilles. Et maintenant, nous, on a parlé un peu aux clients dans la rue, mais ce n'était pas statistiquement significant. Mais on cherchait à avoir des inputs que ce n'était pas que les nôtres, mais ce n'est pas data-driven. Donc, il faut lâcher un peu. Mais bien sûr, on peut faire et c'est assez cool de travailler pour soi-même. Donc, oui, à faire si on sent qu'on a une bonne idée. Génial. Si c'est le bon moment, si par exemple, t'as bientôt ta fille qui arrive, tout ça, quoi. Faut trouver le bon moment. On arrive à notre question traditionnelle de fin, il me semble. Petra, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie? Oui. Je pense, pour ma part, la réponse rapide, c'est un paire de baskets pour le footing et accès à la nature. Je trouve que ce sport, il peut nous aider à détendre, à réfléchir, à se poser. On passe un moment seul à contempler qui nous donne des endorphines, plein de bonnes choses.
Et surtout, cette nature dont on en a plein ici en Suisse, qui nous pose aussi un peu dans la signification ou l'insignification qu'on a tous, mais on est juste une petite miette dans tout ça, donc qu'on est là et qu'on fait de notre mieux et c'est peut-être pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Petra. C'était un plaisir de t'avoir. Je vais dire tack så mycket. Tack ska ni ha. Merci de m'avoir. Et puis, c'est bon, je m'en vais faire mon fitness à Nostop Gym. T'es obligé, elle va aller vérifier si t'as essayé. Merci beaucoup, Petra. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.